Waouh, je viens de finir ce bouquin et c'était trop bien. Ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre qui m'a autant plu. Et tu sais quoi, j'aimerais bien que t'essayes. Essaye ce bouquin, je suis sûr que ça va te plaire. C'est le genre d'histoire que t'aimes bien en plus. Ouais, mais c'est pas mieux qu'un hand spinner. Si, c'est beaucoup mieux. Non. Si, c'est mieux. Enfin, c'est un livre en fait. Non, hand spinner ça tourne, un livre ça tourne pas. Ouais, mais un livre, il y a une histoire, donc c'est mieux. Un livre, ça te transporte. Un spinner, ça te transporte pas. Bah si ça me transporte dans la roue qui tourne. Non, mais écoute, prends ce livre et vraiment, ça sera mieux que ton hand spinner, je pense. Ah, Mais fais-moi confiance. Ok. Ouais. Ok, c'est bon, tu gagnes. Bah tant mieux. Yes, je le hand spinner. Excuse-moi, je te vois lire le même livre que moi. En fait, je viens juste de commencer. Et je voulais savoir, enfin, t'en penses quoi toi? Ah oui, bah moi j'adore ce livre, l'écriture, ça se lit tellement facilement, c'est magnifique comme livre, vraiment, c'est très très beau. La lecture laisse la place à l'imaginaire en fait. Quand je lis, c'est vraiment exceptionnel. Les animaux, la faune, la flore, lire ça dans ce parc là. Propos plutôt que... Un café comme les Parisiens. Bah, café, oui, pourquoi pas, de temps en temps j'aime beaucoup. Mais Hey! Hey! Alors ta journée? Coup-ci coup-ça, mais franchement ton livre, génial. Top! Et donc, c'est quoi ce concours? Alors, tu as 2 minutes pour présenter ton livre culte sous la forme d'un film vidéo. C'est quoi ton livre culte? La moustache. C'est un type, il se rase la moustache pour faire une surprise à sa femme, parce qu'elle l'a jamais connu sans moustache. Donc un matin, il se rase, il sort de la salle de bain, elle ne se rend compte de rien. Bon, il se dit que c'était une plaisanterie, mais les jours suivants, ça continue. Ses collègues, ses proches, ses parents, personne ne se rend compte qu'il s'est rasé la moustache. Du coup, il interroge sa femme, et elle lui répond « T'as jamais eu la moustache ?» C'est de qui? Emmanuel Carrère. Je te le passerai. Ça part de rien, mais ça soulève plein de choses, c'est angoissant. T'es en totale empathie avec le narrateur. Tiens, bah Carrère, c'est lui qui a écrit L'Adversaire. Si, tu sais, il y a même eu un film, c'est sur l'affaire Roman, Jean-Claude Roman, le type qui a fait croire à toute sa famille pendant 10 ans qu'il était médecin, qui a fini par tous les tuer. C'est un fait divers, on a vachement entendu parler. Ça me dit rien. Bon bah, je te le passerai aussi. Quoi? L'Adversaire, le livre que Carrère a écrit sur cette affaire. Bon, je continue sur la moustache. La moustache, c'est quoi ça? Le roman que je présente. Que tu présentes? Au concours. Arrête de m'interrompre, le film doit faire 2 minutes maximum. J'en suis à combien là? À qui tu parles? Caméraman. Au caméraman. Et là, derrière la caméra. Et quelle caméra? Philippe, arrête. Arrête quoi? Philippe, la semaine dernière, je t'ai bien laissé un message. Oui? Pour te dire de venir tourner avec moi une vidéo dans laquelle je suis censé faire aimer mon livre culte, La Moustache. D'Emmanuel Carrère, ce type qui s'est rasé la moustache. Personne s'en aperçoit. Bon, le lecteur essaie comme lui de comprendre ce qui lui arrive, c'est peut-être une plaisanterie. Il cherche une réponse, il trouve pas. Il doute de tout, son identité, son rapport à la réalité. On prend conscience du trouble, la folie qui monte, on la vit. Et là, en ce moment, Philippe, on est en train de tourner ce film dans lequel je présente ce bouquin. Ça va, Thierry? Je ne m'appelle pas Thierry. Il me reste combien de temps, là? I must be kind to them, thought Alice. Or perhaps they won't walk the way I want to go.
My name is Alice, so please your majesty, said Alice very politely. But she added to herself, why, they're only a pack of cards after all. I needn't be afraid of them. The 12 jurors were all writing very busily on slates. What are they doing? Alice whispered to the Griffon. They can't have anything to put down yet before the trial's begun. I'm not a mile high, said Alice. You are, said the king. Nearly 2 miles high, added the queen. Well, I shan't go, at any rate, said Alice. Besides, it's not a regular rule. You invented it just now. It's the oldest rule in the book, said the king. Then it ought to be number 1, said Alice. Stuff and nonsense, said Alice loudly. The idea of having the sentence first. Hold your tongue, said the queen, turning purple. I won't, said Alice. Off with her head. 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 L'histoire se passe au XIIe siècle. Le héros est un moine qui a vu la Terre Sainte et Jérusalem et qui a rapporté des plantes. Et comme je me suis beaucoup occupée de plantes en Afrique et en Amazonie, ça m'intéresse de retrouver ça. Surtout en Amazonie, où on fabriquait de la pommade qui marchait très très bien, mais à partir d'ingrédients divers, exactement comme Raphaël le fait. Le livre s'appelle « A Morbid Taste for Bones ». Les gens de l'abbaye sont partis à une trentaine de kilomètres prendre les os d'une brave nonne qui, paraît-il, depuis sa mort, attirait des pèlerinages et faisait des miracles. Mais en réalité, Raphaël a laissé la brave nonne dans son ancienne tombe en pays de Galles et a ramené dans le cercueil préparé pour elle quelqu'un d'autre. C'est très amusant d'arriver à trouver pourquoi le quelqu'un d'autre se retrouve là, car comme dans tous les livres de Raphaël, il y a un meurtre et Raphaël découvre quel est le meurtrier. Le voyage de Makoko, c'est une vieille méthode de lecture. Elle raconte le périple d'un enfant africain qui va découvrir le monde. Makoko est un petit enfant noir. C'est avec émotion que je relis cette phrase, la première qu'il m'ait jamais été donné de lire, la première d'une infinité qui allait suivre. Ce livre est culte car fondateur. Il a ouvert la voie à tous les autres. Sans Makoko, il n'y aurait pas eu Jules Verne, Mark Twain et les Sœurs Brontë, puis Hugo, Stendhal et Flaubert, et plus tard encore Patrick Modiano, Paul Auster, Annie Ernaux et tant d'autres. Je me souviens m'être demandé comment Makoko pouvait supporter l'air polaire, si loin de son Afrique natale. On peut critiquer le regard un peu condescendant sur l'Afrique de ce livre d'une France post-coloniale. Et pourtant, Makoko n'a-t-il pas sensibilisé très tôt à la différence ? Je ne suis pas le seul à partager ce sentiment. Témoignage de quelques internautes. J'étais dans une petite école de campagne. L'heure de lecture avec Makoko était pour moi un grand moment d'évasion. C'était très atypique il y a 45 ans, dans un petit village du Poitou.
de parler d'un petit enfant noir. La préface présente cet ouvrage comme un aimable, j'adore l'adjectif aimable, comme un aimable donc instrument de culture. Tout est dit. Makoko m'a toujours accompagné tout au long de mon existence. Il n'a pas fini. J'ai vieilli. Et Makoko aussi, à mes côtés. Alors, il se mit à mélanger et à malaxer un peu de ceci avec un rien de cela. Oh, quelle sensation! Tu lis des livres? Oui. Qu'est-ce que tu préfères? Le magicien des couleurs. Ça m'a tellement marqué. Dans la nuit des temps, il y a longtemps, très longtemps, les couleurs n'existaient pas. Il me semble qu'il manque quelque chose à ce monde. Un jour que le magicien mélangeait et malaxait un peu de ceci avec un rien de cela, il découvrit quelque chose de bizarre au fond de sa marmite. C'est bien joli! J'appelle ça du bleu. Bientôt, tout fut bleu dans un monde heureux. Mais ce n'était pas merveilleux. Et c'est ainsi que fut lancée la mode du rouge. Bientôt, tout fut rouge dans le monde. Voilà qui est plus gai. J'ai appelé cela du jaune. Pas l'idéal. J'ai trouvé! Et il dansa fou de joie. Il faut les employer toutes un peu à la fois. Bientôt, chacune d'elles trouva sa place. Les couleurs de nos souvenirs va danser sur la couleur des émotions. Petite section, Laurée Dubois-Mansartour. Un hypersensible chromatique. Et c'est grâce à Newton. Des sensations. Et puis la lecture. Enfin, le monde était bien trop beau pour qu'on ait envie d'y changer quelque chose. Bonjour, vous connaissez Jurassic Park? Évidemment, tout le monde connaît Jurassic Park. Le superbe film de Steven Spielberg avec ses dinosaures plus vrais que nature, le film qui a tout changé dans l'industrie du cinéma en 1993, un chef-d'œuvre! Mais est-ce que vous connaissez le roman dont il est tiré? Écrit par feu Michael Crichton et publié en 1990, le roman suit en gros la trame que tout le monde connaît grâce au film. John Hammond, milliardaire excentrique, a décidé de créer un parc naturel entièrement peuplé de dinosaures. Ouais, faut toujours qu'il fasse son intéressant, John. Sauf qu'évidemment, ça tourne mal, les dinosaures s'enfuient et ils ont un peu la dalle. La première partie du roman consiste à établir un contexte réaliste pour cette histoire, ce qui signifie un paquet d'explications scientifiques assez pointues. Mais vous savez quoi? J'ai personnellement jamais été très doué en sciences, et pourtant aucun de ces passages m'a donné envie d'arrêter ma lecture. Au contraire. Parce que c'est passionnant et extrêmement clair. L'écriture de Crichton est un modèle de fluidité et on enchaîne les pages sans même s'en rendre compte. J'avais 10 ans la première fois que j'ai lu ce bouquin et j'arrivais pas à m'arrêter, c'était juste impossible. Et aujourd'hui, quand je le relis, pareil. Mais attention, Jurassic Park n'est pas le genre de livre à mettre entre toutes les mains. À partir du moment où le chaos s'installe sur l'île, le suspense s'installe également. Et la tension devient palpable. Pas le genre de livre à lire de nuit, seul, au beau milieu d'une forêt sordide. Bref, Jurassic Park, c'est un roman à lire au moins une fois dans sa vie, qui a non seulement une histoire formidable à raconter, mais également un message à faire passer concernant les dérives scientifiques et l'orgueil de l'homme face à la nature. Bref, du divertissement certes, mais qui n'oublie pas de faire réfléchir. Sans compter qu'il vous permettra de découvrir cette histoire sous un jour totalement nouveau, et ça vaut le coup, surtout si vous êtes fan de son adaptation en film. Sur ce, je vous laisse, je vous remercie de votre attention, et je vous invite à le lire. C'est bien écrit, hein? On s'y croirait. Oh, je sais, le Seigneur des Anneaux. Bien joué. Ok, t'as gagné. Attends de me faire deviner un livre. Ok, c'est l'histoire d'un type qui fait une intoxication alimentaire. Into the Wild. Non. C'est l'histoire d'un type qui fait une intoxication alimentaire et après qui sont tout mou. Ouais, je vois.
alligator skin boots and a helter skelter and a little face. Oh non, ça c'est un film, tu cherches un livre. Ah, un indice. Le héros, il mange plus que toi. Sérieux? Si tu veux, en fait, les héros, leur but, c'est de réaliser leurs rêves. Ah ouais, comme toi et le fait de conquérir toutes les femmes de la planète. T'es con, putain. De toute façon, on en est loin, hein. Enfin, mais bon, on se souvient de quelques conquêtes qui étaient quand même pas mal jolies. Ouais, commencer par ces deux charmantes femmes là-bas. Et donne-moi le nom de ce livre. Bref. Dernier indice. Même à déboucher les cabinets, elle devait renoncer, la mère Cézanne, tellement c'était difficile. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais faudrait pas d'abord qu'elle sèche. Ils vous préviennent toujours trop tard. Ils font exprès d'abord. Où j'étais, il a même fallu faire fondre un tuyau, tellement c'était dur. Je sais pas ce qu'ils peuvent bouffer. C'est de la double. Alors ce sera fini. Et je serai bien content. Lyra, voici le nom de notre héroïne. À la croisée des mondes nous raconte l'histoire de son combat pour la liberté, de son passage de l'enfance à l'âge adulte, dans un monde si proche et pourtant si différent du nôtre. Dans ce monde, chacun possède un démon, alter ego animal qui, durant l'enfance, peut prendre la forme de n'importe quelle créature. Le petit compagnon de Lyra se nomme Pantalémon et n'a donc pas encore pris sa forme définitive. Un jour, Lyra se voit privée de son compagnon de jeu, Roger, enlevé par les enfourneurs. Où l'ont-ils emmené? Que vont-ils faire de lui? Ni une ni deux, notre jeune héroïne part à la poursuite de ces étrangers. Elle va ainsi croiser le chemin d'une sorcière, d'un explorateur, d'un ours en armure, de gitans et de bien d'autres. Elle et Pantalémon vont partir plus loin qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Retrouveront-ils leur ami? Roger sera-t-il sain et sauf? Ce que Lyra ne sait pas encore, c'est que le complot qu'elle tente d'éclaircir, de démêler, est une conspiration extrêmement puissante, impliquant une église dictatrice, de nombreux chercheurs, et surtout la poussière, dont tous tentent de percer le mystère pour la posséder et la contrôler. Lyra n'est qu'un flocon de neige qui se lance dans un combat contre une tempête. Mais elle n'est pas sans ressources puisqu'elle sait utiliser la boussole d'or, qui saura toujours la guider dans sa quête et bien plus loin encore. Les Royaumes du Nord est un roman qui va au-delà d'une aventure humaine et grandiose dans le Grand Nord. Il ouvre le lecteur à une réflexion philosophique sur la vie, la notion de monde parallèle et sur notre existence elle-même.
Ce bouquin ne paraît pas. Il ne m'aura fallu que quelques pages pour tomber sous le charme du style à la fois prosaïque et poétique, à la fois simple et évocateur de l'écrivaine Betsy White. En racontant son enfance au sein d'une famille de nomades écossais, l'auteur évoque un rythme de vie qui m'a semblé tout droit venu d'un conte de fées, tant il m'était étranger. Il semble presque inconcevable que dans les années 20, il n'y a que 100 ans encore, vivaient des peuples qui voyageaient en permanence, fournissant une main-d'œuvre non qualifiée au moment des récoltes, qui ne se clôturait qu'avec grande peine à l'entrée de l'hiver. Le charme opère d'autant plus que le roman se déroule dans la région des Highlands écossaises, tout au nord de la Grande-Bretagne, une région qui se prête si facilement à nos songes romantiques. Comment ne pas tomber amoureux de ces paysages indociles, de cette petite famille ambulante, de cette jeune protagoniste pleine de cran? Quel enfant ne compatirait avec Betsy, craintive devant la porte de l'école où elle se sent exclue, une voyageuse, étrangère, mal vêtue, parmi des camarades citadins? Comment ne pas trouver des échos de sa propre enfance dans les drames et le chaos de soirées ponctuées de récits rocambolesques et de chansons accompagnées, bien évidemment, du cri plaintif de la cornemuse? Comment ne pas sourire quand Betsy rencontre Cameron, un laird ou seigneur excentrique portant le kilt, bien sûr, sans culotte, qui cherche jour après jour son héros, le prince exilé Charlie, pour lui apporter son soutien? Qui ne serait attendri par la générosité de ce petit groupe familial qui, malgré leur pauvreté, témoigne d'une largesse digne de héros folkloriques? L'on peut facilement se sentir désorienté au premier abord par cette culture et ce vocabulaire si étrangers parfois qu'ils nous paraissent presque fantastiques. Cependant, le talent de la conteuse et la douceur presque naïve de ses récits nous ramènent au familier, tel un bon feu de bois et de belles histoires. Ils écoutent la rumeur du monde tous les matins. Cette fois, elle est terrifiante et proche. Des kamikazes qui se font exploser dans la salle de concert du Bataclan aux abords du Stade de France à Saint-Denis. C'est là que débutent vers 21h20 ces 6 assauts coordonnés et quasi simultanés qui ont frappé la capitale. Plus tard, des bribes du livre La Route viennent en écho aux mots entendus le 13 novembre. Dans ce livre, un père et son fils marchent dans un monde qui n'est plus que désolation et barbarie. Entre eux, de rares phrases. Le petit demande: on ne va manger personne? L'homme répond: non, parce qu'on est des gentils. Comment vivre ensemble quand le non-sens s'impose avec violence? L'émotion de la prose, la force des mots essentiels, les évocations d'un homme rassurant son petit recouvrent peu à peu ceux de l'actualité. Les hommes lisent des histoires qui redonnent espoir à leurs petits, car aimer, c'est transmettre ce qui les a émus et ce en quoi ils croient.
Maman avait perdu son sourire. Elle s'épuisait dans le sport. Elle ne croyait même plus au silence des églises. Cet été-là, c'était comme un hiver dans le fond de son cœur. Même Céline la coiffeuse ne la faisait plus rire. Un jour, elle est sortie du médecin avec une drôle de prescription. Un livre à lire. Au fil des pages, les yeux de maman pétillaient à nouveau, comme au bout d'un tunnel. Maman a commencé à me raconter l'histoire. L'improbable histoire d'un cochon volé qui fait du bien à tout le monde. Elle se sentait plus libre de se laisser surprendre par les gens, par la vie. Une comédie avec un cochon sans prétention avait permis à maman de retrouver son sourire. Comme le cochon dans l'histoire, on a volé le livre de maman et elle a juste dit que c'est du bonheur qui circule. Du coup, moi, quand je serai grande, plutôt que d'aller chez le médecin, j'irai dans les bibliothèques. Qui ne rêve pas de vacances dans une famille parfaite, sur une île privée paradisiaque, avec des amis, le grand amour, ça vous tente? Rajoutez-y des secrets, des mensonges, un drame. Si avec Nous les menteurs d'Émilie Lockhart, vous attendez à une lecture de plage sur un transat avec un cocktail, un conseil, alcoolisez-le un peu. Parce que l'histoire est beaucoup plus noire, c'est plus un thriller. Plus vivant, plus jeune, parce que là c'est... Ouais, non mais c'est chaud. Non, rien de chaud en fait. Qui ne rêve pas de vacances? Et qui ne rêve pas de vacances? C'est pour rentrer dedans. Qui ne rêve pas de vacances? C'est pas une récitation. Ouais. C'est pas une récitation. Bah je les connais par cœur. Oui, mais c'est pas une récitation. Qui ne rêve pas de vacances dans une famille parfaite, sur une île privée et paradisiaque. Ça vous tente? C'est chaud. Qui ne rêve pas de vacances? Ça vous tente? Ça vous tente? Qui ne rêve pas de vacances dans une... C'est pas plus fou ça. Hein. Non, je sais, mais... Qui ne rêve pas de vacances dans une famille parfaite. C'est pas plus fou ça. Qui ne rêve pas de vacances dans une famille parfaite sur une île privée et paradisiaque. Ça vous tente? C'est l'histoire de... Je suis là. Hein. Et je dois te regarder comme ça? Ok.
C'est l'histoire de Cadence qui n'a plus aucun souvenir de l'été de ses 15 ans et de l'accident qui lui a causé ses pertes de mémoire. Donc on va percer les secrets à jour en même temps qu'elle, tout au long du roman, jusqu'à la vérité pure et dure. Pourtant le bouquin se lit vraiment très rapidement, c'est très bien rythmé. C'est encore long? Non, non. Oh là, oui, il faut peut-être juste dire ça. On suit l'histoire des menteurs, donc un clan composé de Cadence. C'est encore long? Non, c'est pas long du tout. Voilà, c'est bon.